On peut passer au topo suivant qui parle de l'intérêt de la réalité virtuelle par Xavier Roche et Yann Gauguin. Alors vous cliquez sur... Ah, sur le mien, oui, excusez-moi. Sur le vôtre, voilà. Je ne suis pas très au fait. Alors, Voilà. vous venez de Marseille, c'est ça? Oui. Et vous Ça êtes... s'entend, non oui, mais en fait, c'est que j'ai un petit... Et vous n'êtes pas médecin de non. mémoire? Alors, moi, je suis psychologue. Voilà, je voulais que vous Voilà. vous présentiez. Voilà, exactement. Oui, on va se... Ouais. Voilà. Merci. Bonjour, merci de votre présence. Donc, je suis Yann Gauguin, psychologue clinicien. Je suis en compagnie du docteur Xavier Roche, réanimateur, qui travaille aussi sur le SAMU. Nous travaillons tous les deux dans le service d'anesthésie réanimation du professeur... Pardon du professeur Velli au CHU de la Timone. Donc c'est un service qui comprend une unité de réanimation de 20 lits et une unité de soins continus de 12 lits. Donc dans ce cadre sur le thème du confort en réanimation, on voulait vous présenter un travail que nous avons fait sur l'intérêt de la réalité virtuelle en réanimation, bien entendu. Quand j'ai quitté la psychiatrie, enfin, j'étais pas usager, je travaillais en tant que psychologue. Des fois, on peut se poser la question. Mais et quand je suis arrivé sur les réanimations, mes collègues psychologues, au départ, me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tout le monde dort là-bas dans les réanimations. » Enfin, personne ne voyait le but d'un travail. C'est très ancré aussi dans les représentations collectives. Les réanimations, si on demande aux gens un peu dans la rue, je pense que pour eux, c'est un peu comme Matrix. Il y a des gens qui dorment et qui sont branchés à des machines. Néanmoins, depuis quelques années, et notamment dans les recommandations SPHAR, les sédations profondes ne sont utilisées que dans certaines situations médicales particulières. Autrement, on réveille les gens le plus tôt possible. Donc on se retrouve avec des gens en réanimation qui sont conscients, réveillés, parfois même intubés. Alors justement, quand on pose la question aux gens après leur séjour en réanimation, il a été décrit quelque chose qu'on connaît maintenant tous, le syndrome post-réanimation, qui est à la fois un versant sur le côté de la famille, qui a beaucoup d'anxiété, de dépression et de PTSD, et un versant pour le patient lui-même, qui est divisé en trois. Un plan psychologique également, avec de l'anxiété, de la dépression et des PTSD, un plan cognitif, où on sait tous que nos patients, après le séjour en réanimation, ont des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire et de l'orientation. Et un plan physique, c'est ce qu'on voit, tous nos patients qui sortent de réanimation sont très fréquemment avec une fonte musculaire majeure, des neuromyopathies de réanimation et des capacités pulmonaires, quand on les évalue, qui sont clairement altérées. Ce syndrome post-réanimation, justement, c'est ce que l'on va voir et qu'on va décrire chez nos patients après la réanimation, et ça va être un des enjeux, justement, dans le confort, pour essayer d'évaluer justement l'impact de la réalité virtuelle. Quand on regarde justement les pourcentages d'anxiété, de dépression et de syndrome post-traumatique, après un séjour en réanimation, les pourcentages sont assez affolants. Là, c'est quelques études qui ont été mises, mais on voit que ça va jusqu'à 50% selon les études. Ça veut dire un patient sur deux qui souffre d'anxiété, de dépression et de syndrome post-traumatique après un séjour en réa. Il y aura peut-être des choses un peu redondantes avec notre collègue qui nous a précédés, mais qui, je pense, a d'autres compétences que nous n'avons pas, donc c'est très bien. Si, effectivement, quand on parle du confort en réanimation, c'est ce qu'on sous-entend aussi qu'il y a de l'inconfort. Donc, on ne va peut-être pas se réétendre complètement, mais c'est vrai que nous, ce qu'on retient, et moi, c'est ce que j'ai perçu la première fois où je suis venu avant de postuler, c'est quand même un milieu extrêmement agressif, qui est inconnu finalement, méconnu. Alors, pour les gens, moi ce que je vois en tant que psychologue, quand les gens se réveillent, par exemple, au départ, dès leur arrivée en réanimation, pour les gens qui arrivent en tout cas intubés, quand on commence à les réveiller, moi ce que je vois dans leurs yeux, c'est de la terreur en fait. C'est vraiment de l'horreur. Alors on parle de la mort, mais les gens sont complètement confus, ne savent pas où ils sont, la plupart du temps, donc c'est extrêmement compliqué. Il y a quelque chose aussi qui m'interpelle quand je parle sur l'intensité de l'inconfort. Je parlais du ressenti et de ce qu'on évalue. Sur des petits pansements, des fois je me suis rendu compte que les infirmiers, alors c'est pas qu'ils banalisent, mais de leur place à eux, ils vont enlever un petit pansement, c'est pas un soin douloureux, et alors que pour la personne, ça devient, la personne qui le vit, le patient, c'est une douleur énorme. Donc, arriver à faire la balance entre ces deux perceptions, c'est pas toujours évident.
Donc bon, les manifestations, on ne va pas y revenir. Donc classiquement, on a des moyens, donc les petites boules rouges, les petits cachets bleu-bleu, ça marche bien, mais moi personnellement, ce que je trouve, c'est que si vous voulez, c'est que ça change la perception que la personne a de ce qu'elle est en train de vivre, mais ça ne change pas ce qu'elle est en train de vivre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose pour moi. Donc le respect de l'intimité, ça, on sait bien qu'en réanimation, les gens, ils sont à poil dans un lit, hein, excusez-moi de l'expression. Je veux dire, on a les portes qui s'ouvrent quand il y a des soins. Au moment où il y a des visites des familles, par exemple, vous avez quelqu'un qui est en train de faire un soin, il y a la porte du box qui est ouverte, enfin tout le monde, enfin il y a une perte d'intimité, enfin ça a été expliqué déjà un petit peu tout à l'heure. Hein. En gros, moi ce que je dis, c'est que le paradoxe de la réanimation où les soignants sont très très attentionnés, en même temps le patient devient un objet de soin. On dit souvent le box 12, le box machin, et c'est des petites choses, des petits détails, mais qui montrent que quand même on déshumanise malgré nous. Hein, bien que ce ne soit pas notre intention. Les moyens numériques, les télés, le téléphone, la télévision, chez nous, je crois que c'est de l'ordre pour quelqu'un qui veut prendre la télé, au mois, c'est dans les 100 €, hein, donc il faut avoir les moyens aussi. Il y a toujours du bruit, donc regarder un film avec les scopes qui font du bruit, les relèves, au moment des relèves, nous, on est en train d'essayer de voir, nous, chez nous, de mettre des sonomètres, parce qu'on s'est rendu compte que sur les relèves, on n'est pas loin des 90-100 décibels. Ouais, au moment des passations. Non, c'est important. Il y a des gens qui l'ont fait à Paris d'ailleurs. Donc la réalité virtuelle, c'est effectivement c'est immerger quelqu'un dans un espace tridimensionnel et en même temps, c'est pas juste une immersion, c'est aussi permettre à cette personne de croire qu'il y est. Alors ça va rejoindre un petit peu ce qui est avancé sur l'hypnose. On voit que les gens, je sais pas pour les gens qui sont déjà allés au Futuroscope ou les choses comme ça. Quand on est bien immergé, je veux dire, si vous regardez, alors chez les enfants, ça marche super bien. Dès qu'il y a un truc qui passe, ils essayent de le toucher, de l'attraper. Et je ne parle pas des choses en 3D, hein, rien que sur de la réalité virtuelle. Bon, dans les sous, alors pareil, hein, nous, on n'a pas de conflit d'intérêt. On a acheté notre matériel. En tout cas, nous, quand on a démarré avec un produit grand public qu'on avait acheté, dans lequel il n'y a absolument pas d'hypnose. Hein. Vous avez des contenus avec... il vous faut un accès Internet, hein, une connexion Internet. Alors vous pouvez aussi mettre sur une petite carte SD des films. Donc c'est déjà un moyen d'immerger les gens, mais on ne parle pas d'hypnose. L'inconvénient, c'est que c'est une petite manette. Alors, je ne sais pas l'amener, peut-être on pourra vous le faire voir en vrai. Donc il faut que le patient lui-même choisisse, sélectionne. C'est un peu comme si j'avais un stylo, la laser, un pointeur, et que je devais sélectionner. Donc c'est pas toujours évident pour les patients, hein, selon la pathologie, d'y accéder. L'intérêt du deuxième... alors, hein, je sais qu'il y a un deuxième fabricant qui fait ça. On est désolé, nous, on a eu accès à ça. En tout cas, enfin, on s'est retrouvé ça. L'avantage de celui-ci, c'est que vous le pilotez avec une tablette. Et vous avez l'accès en direct, c'est-à-dire vous voyez ce que voit le patient. Bon, il y a un petit décalage, mais c'est des micro-bugs qui existent. Mais l'avantage, c'est ça. Deuxième chose, c'est que les gens vont pouvoir aussi choisir. C'est-à-dire qu'on les inclut, on peut choisir la durée... selon le soin qu'on veut pratiquer. Voilà. Donc. Alors ça, c'est la solution que nous utilisons avec justement les différents formats qui sont extrêmement apaisants. On peut être immergé, se retrouver dans les forêts, la plage. Il y a également aller encore plus loin, hein, aller au niveau dans l'espace, la rivière. C'est beaucoup de détente et de calme. Alors, on connaît, hein. Alors nous, on s'est posé la question au départ, il y a même une thèse qui a été faite chez nous, hein, par un médecin, par Chloé Guigal. Alors c'était dans le cadre des ALR, l'idée c'était d'essayer de voir est-ce que en utilisant ce matériel, est-ce qu'on a vraiment une réelle différence entre simplement un effet de distraction, hein, de détente finalement, ou vraiment sur l'hypnose. Hein. Donc effectivement, alors nous on l'utilise, hein, ce qu'on appelle distraction ou détente. En tout cas, ça permet à des gens à un moment donné de s'extraire, de les mettre dans un univers complètement différent, hein, que de voir la réa. Parce que quand ils regardent la télé, c'est pareil, hein, ils sont jamais coupés. C'est vitré partout. Alors on a des rideaux, je ne sais pas comment c'est dans les autres réas. Il y a des rideaux, vous savez, sur les réas, enfin c'est toujours ouvert. Hein, donc il n'y a plus, hein, cette intimité. Donc c'est difficile aussi de s'immerger complètement.
Là, sur l'hypnose, alors je vais pas, notre collègue est bien plus compétente que nous là-dessus. Néanmoins, sur cet état de conscience modifié, les casques là qui sont utilisés sont aussi sur de l'hypnose érectionnelle, hein, sont basés sur ce type-là. En tout cas, l'idée, c'est de dissocier, de permettre à la personne de dissocier entre, si vous voulez, ce qu'on est en train de faire sur le corps et que le cerveau, de saturer finalement son cerveau hein, de stimuli visuels, sonores, pour essayer de le dégager de ce qu'il peut ressentir au niveau physique. Alors, il ne démarre pas là. Voilà, je vous montre. Alors ça, c'est un patient sur une dissection aortique. Donc on voit hein, l'ischémie de l'avant-bras. Donc c'était quelqu'un, alors vous voyez, 37 jours de réanimation. Là, on doit être à peu près au 30... Enfin, on est vers la fin. Hein, on est peu de temps avant qu'il reparte en service classique. Donc c'était quelqu'un qui, dans un premier temps, il fallait emmener au bloc opératoire, donc les pansements tous les 2 jours, donc anesthésie générale tous les 2 jours. Donc vous imaginez, au bout d'une dizaine de jours, les gens, il faut qu'ils se remettent à chaque fois. Hein, il faut, comme je dis, il faut qu'ils cuvent derrière. Donc ça aussi, c'est très très inconfortable pour eux, l'après, pas uniquement le pendant. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que petit à petit, alors là où on en est, il n'y a plus de sédation, il n'y a plus rien. Au départ, c'était sufentanil et kétamine. Donc petit à petit, on a commencé par diminuer la kétamine, puis le sufentanil. Ce monsieur, on ne pouvait plus l'emmener au bloc non plus, corps Mach 3, donc les intubations, c'était compliqué. Donc voilà, dans ces situations-là, on se rend compte qu'en tout cas, on peut enlever les sédations complètement, à terme. Et l'intérêt, c'est de faire, alors là, je rejoins notre collègue là-dessus aussi, de faire participer le patient. Donc déjà, dans les choix qu'il a pu faire au départ, hein, d'ailleurs, une petite parenthèse, sur les choix de la personne qui parle pour la suggestion hypnotique, ils ont le choix entre une voix d'homme et de femme. C'est systématiquement la voix de femme qui est choisie, que ce soit les hommes ou les femmes, on a toujours ce choix qui est fait. Je n'ai pas de réponse à ça, mais c'est une réalité. Voilà, donc ce monsieur, en tout cas, il a pu bénéficier de cette diminution des sédations. C'est une étude justement sur l'impact de la douleur, le temps pensé où il passe penser à la douleur, le temps où justement la douleur était désagréable et la pire douleur ressentie. Tous ces facteurs qui sont du coup décrits étaient plus faibles quand on utilisait un casque de réalité virtuelle versus rien. Ce qui est intéressant également, c'est le côté fun, qui est forcément beaucoup plus décrit dans le côté réalité virtuelle. Si on regarde du côté physique, et justement le départ de l'influx nerveux de cette douleur, alors, sont entourés envers les 2 thalamus, dans justement une IRM fonctionnelle avec ou sans réalité virtuelle, et on voit bien justement que cet influx, déjà à la base, hein, au niveau des thalamus, cet influx douloureux, il est moins éclairé quand on utilise de la réalité virtuelle. Quand on regarde le cingulum antérieur, c'est une autre aire justement de la douleur et qui permet de se situer dans l'espace, de se représenter justement dans l'environnement. On se rend compte qu'il n'est pas activé quand on utilise ces casques de réalité virtuelle, ce qui nous donne envie de penser qu'il y a un choix, il y a une saturation par ces lunettes qui nous coupent complètement de l'environnement. Et d'ailleurs, c'est associé à un casque qui atténue les bruits extérieurs. Ça veut dire en plus d'être immergé dans cette réalité virtuelle, on est coupé au maximum de l'extérieur. Alors ça, c'est un autre patient, un jeune patient chez qui on a utilisé le casque de réalité virtuelle parce qu'on essaie de le faire sur pas mal de soins. C'est exactement la même situation. Initialement, énormément de sédation. Un patient qui avait pris un coup de fusil dans le ventre et qui avait eu 1 an quasiment de chirurgie reconstructive sans cicatrisation et finalement un lambeau de grand dorsal qui était pédiculé. Et ce jeune patient, petit à petit, on a diminué. Alors je ne dis pas qu'on a tout de suite arrêté dès qu'on a mis le casque, c'est pas vrai. Par contre, on a réussi à l'isoler et une des grandes parts de son stress, c'était justement de voir, de sentir, d'entendre ce qui se passait à côté, parce que forcément, pour ce type de pansement, on est rapidement entre 5 et 10 dans le box, parce que c'est vrai qu'il faut tout sortir, laver, changer les draps, etc. Et on a clairement diminué de manière assez impressionnante dès qu'on s'est mis à utiliser ce casque de réalité virtuelle. Et c'est les infirmiers qui sont venus nous chercher en nous disant ce pansement est compliqué, on l'a fait sous sédation, mais même sous sédation, c'est compliqué parce qu'il a une tachyphylaxie assez importante, à force d'avoir des soins. Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Alors, sur l'aspect, ce qu'on appelle distraction, du coup, là, on n'est pas du tout dans l'aspect hypnose et forcément dans du soin douloureux, mais pour des gens... donc là, c'est un monsieur, par exemple, qui était Guillain-Barré. Donc là, on est à la fin. Là, c'est pareil. C'est un petit peu... On doit être peut-être 2 semaines avant la sortie. Alors,
C'était intéressant parce que lui, alors il habitait très loin de Marseille, donc il n'y a pas de visite. Parce que ça aussi, on oublie. Hein, nous, on est un centre, si vous voulez, on est une réanimation un peu. Il y a une référence régionale. Donc, on a des gens qui arrivent de Nice, enfin, d'un peu partout. Donc, quand les gens sont très éloignés, et puis selon les conditions, vous avez des gens qui n'ont pas de véhicule pour se déplacer, qui viennent en train, s'ils viennent à Marseille. Enfin, c'est des fois très, très compliqué. On a des gens qui viennent. Parce que moi, je fais aussi la chirurgie cardiaque en dessous. On a aussi des gens qui viennent se faire greffer, qui arrivent de Corse. Enfin, voilà. Donc, ces gens-là, ils se retrouvent quand même bien isolés. Donc, ça, c'est. Je vous le montre, c'est le patient princeps. Voilà, c'est la première fois qu'on a utilisé un casque de réalité virtuelle en réanimation. C'était avec ça, hein, c'est les médecins qui l'avaient acheté, c'est pas l'hôpital. Voilà, on a des médecins qui aiment bien participer, en tout cas essayer d'améliorer ce qu'on peut faire. Donc là, voilà, c'était un monsieur. Donc dans ce que j'ai montré, là, ce qu'il faisait, je lui faisais faire du grand 8, par exemple. Alors vous allez voir, parce que je vous ai mis derrière, vous allez entendre sa réaction. Pour un Guillain Barré qui, à un moment donné, ne pouvait plus bouger. Ça fait des sensations. Voilà. Et c'était vraiment. Alors, c'est pareil, on va parler de ça. N'y voyez pas absolument aucune misogynie ou quoi que ce soit de notre part. On trouve que dans les réanimations, il y a d'autres débats, hein, vous savez, entre la Suisse, la Belgique, la France, dans lesquels on ne va pas rentrer ici. Mais on n'aborde pas non plus la question de la sexualité. Alors ici passe des choses, je veux dire, les gens qui travaillent en réanimation savent qu'il y a des visites, que bon, il se passe des choses. Mais néanmoins, pour ce monsieur, par exemple, il y avait un moment, on lui mettait par exemple de la pole dance. Vous voyez ? Alors c'est pas dégradant, c'est pour ça que je disais on n'est pas misogyne, c'est pas quelque chose de dégradant, il y en a qui le revendiquent comme un art. Voilà, donc ce monsieur, pour lui, c'était quand même un moment de s'échapper et de sortir de ce truc où lui, pour le coup, on ne pouvait même pas lui mettre une télécommande pour la télé, enfin, c'était compliqué. Alors justement, sur la relaxation, ça a été décrit également, hein, tous ces outils de réalité virtuelle permettent de se détendre. Et il y a également un impact physique, hein, avec une diminution du pouls et de la tension qui est reportée. L'effet relaxant, justement, a été étudié en essayant de savoir quel était l'environnement qui permettait de se détendre le plus. Il semblerait que ce soit plutôt des environnements type de forêt. L'impact de la VR est important également sur le sommeil. Alors c'est une étude justement qui a été faite en réanimation également, hein, sur l'utilisation du casque de VR pour savoir est-ce que ça a amélioré la qualité de sommeil. Si la qualité de sommeil ressentie est augmentée, le temps à dormir n'a pas bougé. Hein. Par contre, les profondeurs du sommeil étaient plus importantes quand on utilisait le casque de VR et les gens se sentaient plus reposés une fois qu'ils avaient fait les séances. Alors voilà, donc on vous montre, par exemple, sur les soins douloureux, bon, on a vu, là, on a parlé de la distraction, là, c'est ce qu'on voit en bas, là, les soins douloureux. Alors ce pauvre monsieur que vous voyez, qui est un greffé cardiaque, donc là, on l'a utilisé, par exemple, pour le retrait des agrafes. On l'utilise aussi, ça, c'était un jeune homme qui était, excusez-moi, un trisomique, qui doit avoir une quinzaine d'années, et qui s'est retrouvé en chirurgie cardiaque. Voilà, pour enlever des drains, c'était compliqué. À partir du moment où on mettait le casque, il ne criait plus. Enfin, c'était voilà. Alors, on ne parle pas forcément d'hypnose, mais en tout cas de couper et surtout le visuel et l'auditif. Ça, moi, j'insiste là-dessus parce que vous voyez, on a fait volontairement, hein, vous montrer quand même un peu les extrêmes, mais parce que pour les gens, c'est absolument terrible de voir l'état de leur corps. Ils veulent pas voir. Hein, ils attendent, ils préfèrent voir plus tard. C'est comme les gens, vous savez, qui ont des accidents, qui ne veulent pas se voir dans la glace tout de suite. Enfin, voilà. Donc c'est un peu pareil. Bon, ce pauvre monsieur, lui, il a eu la greffe cardiaque et il a fait une thrombose sur une canule derrière. Il a passé encore 1 mois et demi en réanimation. Voilà. Donc en tout cas, c'est les trucs qu'on l'utilise. Et on s'est aperçu aussi, je l'ai utilisé quelques fois avec des soignants. Alors soit simplement parce qu'ils sont curieux et qu'ils veulent savoir ce que c'est et comment ça fonctionne et ce que voient les patients. Soit parce que de temps en temps, alors on a eu par exemple suite au Covid, hein, on a eu des dons, la Fosséo chez nous, ça s'appelle, et ils ont offert des gros fauteuils massants. Ben voilà, pour les soignants, ça peut être aussi un moment de se détendre, de s'échapper. Hein. Et là, vous avez l'exemple aussi d'un monsieur qui était venu, alors c'était des Hollandais, sa fille avait fait un arrêt cardio-respiratoire, bon, elle a fini, elle était post-relationnelle, donc c'était un monsieur qui était extrêmement anxieux et pour qui, de temps en temps, voilà, dans mon bureau, je le recevais et on parlait. Et alors ça s'accompagne toujours de la parole. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme une technique. Là-dessus aussi, je rejoins notre collègue. C'est toujours quelque chose de relationnel. Il ne faut jamais se couper du relationnel. On n'arrive pas avec le casque, salut, voilà, on va vous mettre ça. Non. On connaît la personne, on a déjà parlé avec elle et on introduit ça petit à petit.
Alors ça, c'est ce qu'on utilisait justement dans le casque de réalité virtuelle, mais on peut imaginer d'autres choses. Il faut savoir qu'il existe et qui pourrait être appliqué à la réanimation de véritables centres de rééducation virtuelle basés essentiellement sur le jeu pour faire répéter certains mouvements aux patients. Et ça paraît être utilisable. Il y a des gens qui ont essayé de l'utiliser en pédiatrie, en réanimation. Je pense que c'est une des perspectives de la réalité virtuelle. Là, alors là-dessus, sur ces perspectives, il y avait quelque chose. En 2018, je crois, j'avais assisté ici à l'ASFAR à une présentation. C'était le professeur Gérald Schank de la réanimation de CHU à Montpellier, où il avait fait une présentation sur la mobilisation précoce des patients, c'est-à-dire avec les kinés. Il y avait un gros travail, et avec les infirmiers aussi, de mobiliser tout de suite, de les verticaliser le plus rapidement possible. Donc, il les faisait marcher, accompagner en les soutenant dans la réanimation. On peut imaginer que déjà, avec ces casques-là, pourquoi pas commencer même, puisqu'on a aussi les motomèdes, comme vous avez décrit tout à l'heure, qui sont des outils vraiment très intéressants. Pourquoi pas aussi coupler avec des gens, alors on l'a sur des jeunes tétraplégiques, et pas que ça, mais faire de la pré-rééducation, on va dire, avant même que les gens puissent, des fois par exemple, quand ils sont cannulés ou sous ECMO, le motomède, c'est pas possible. Les mobiliser, c'est pas possible. Voilà, donc on peut essayer d'imaginer que peut-être ça pourrait aussi se faire dans cette ce que direction. vous venez de voir justement, c'est un patient qui était lésé médulaire et chez qui ils lui ont mis un casque et ils lui ont montré des jambes qui bougent. Ça pourrait paraître être une torture dans un sens, mais en fait ils l'ont fait et ils l'ont répété même à distance du traumatisme. Et ils se sont rendus compte qu'à force de stimuler, ils lui ont dit pense à bouger tes jambes, pense à marcher, pense à marcher, pense à marcher. Cet influx nerveux, et ils ont réussi à récupérer une partie du mouvement. Bien sûr, vous le voyez, c'est pas un mouvement suffisant, mais ça veut dire que il y a probablement une puissance encore plus importante de ces casques de réalité virtuelle pour stimuler le cerveau dans son environnement, on va dire en réanimation, et pour recréer d'autres choses. Si on en revient à ce qu'on avait dit, de quoi se plaignent les gens après la réanimation, donc ce syndrome post-réanimation, il y a une étude en cours pour essayer de montrer l'impact de la réalité virtuelle, l'impact que pourrait avoir cette réalité virtuelle sur le syndrome post-réanimation. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est les performances intellectuelles, les troubles cognitifs après la réanimation. On peut légitimement penser que le fait de stimuler par la réalité virtuelle, par des jeux ou autres activités qui couperait de la réanimation, qui remettrait justement le cerveau en mouvement, permettrait probablement d'améliorer les performances intellectuelles après la réanimation. Ça, c'est dans les autres perspectives, on ne l'a pas utilisé, mais on pourrait très bien l'imaginer, et ça a été utilisé par certaines équipes pour la fin de vie et les soins palliatifs. C'est des gens qui l'ont essayé, qui concluent que c'est tout à fait réalisable d'utiliser un casque de réalité virtuelle dans le cadre de soins palliatifs, et notamment justement pour extraire le patient et l'amener peut-être... Oui, parce que sur ces casques, parce qu'il y a des choses qui sont implémentées dans le casque, là pour l'hypnose, mais dans les situations de fin de vie, on peut aussi, moi c'était un peu mon idée de départ à la réanimation, alors on n'a pas encore, parce qu'il faut faire du montage vidéo, moi mon idée c'est aussi, pourquoi pas proposer aux gens qui ne peuvent pas bouger, parce qu'il y a des gens de fin de vie qui ont des soins à domicile et qui peuvent finir leur vie à domicile. Il y a des gens qui se retrouvent coincés à l'hôpital. Et pourquoi pas, je pense que ça ne serait pas du tout une torture, mais à l'inverse, donner la possibilité aux gens justement d'avoir les immerger chez eux. Je sais qu'on avait un monsieur, par exemple, un jour, lui, ce qu'il voulait, c'était voir son chien. C'est des choses toutes bêtes qui peuvent paraître anodines, mais qui pour les gens peuvent être très importantes, et peut-être un accompagnement comme ça un peu plus humain. Voilà, donc on n'a pas de, comment dire, on n'est pas, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut se servir de tous les outils. On a aussi des gens qui font de l'hypnose. Et dernièrement, je suis intervenu sur une réa des brûlés. Je travaillais avec une IAD qui était formée à l'hypnose, et c'était intéressant parce qu'on a couplé les deux. Elle a fait un pré-pansement en fait, en préparant la patiente, et ça a été très intéressant. Alors ça m'a interpellé tout à l'heure quand vous parliez de ce côté de l'induction où les gens il faut les ramener, et c'était très intéressant parce que cette patiente elle avait quand même un fond de kétamine. Pour les brûlés c'était quand même très très décharné, et avec le casque, mais c'était à voir, moi je l'avais jamais vu, mais je veux dire, elle parlait à un monsieur et elle l'attrapait, elle l'embrassait, c'était mais un truc délirant en fait. Et là c'était intéressant parce que
l'IAD qui était formée à l'hypnose, en fait, avait un code avec elle, hein, puisqu'elle la suivait régulièrement, et du coup, hop, elle la reprenait dans ses bras. C'était un moyen un petit peu de revenir dans quelque chose de concret. Voilà. Et la patiente, quand on a enlevé le casque, ne se rappelait absolument pas de ces choses-là. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Donc voilà, on vous remercie de votre attention, et peut-être que ça vous aidera à innover aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir transmis votre enthousiasme pour cette nouvelle technologie. Est-ce qu'il y a des questions? On a 5 minutes. Oui. Question pratico-pratique. Comment vous l'avez sécurisé, le casque, pour pas qu'il y ait une famille ou quelqu'un qui passe et qui vous le... Je suis le passe-partout. C'est moi qui l'ai dans mon bureau, en fait. Alors ça, c'est un peu la vraie question. Nous, ce qu'on a décidé, c'est que je l'ai. De temps en temps, on le laisse à des médecins. Alors, c'est compliqué parce que les gens, c'est pas toujours très pratique, les outils électroniques. Il y a des petites subtilités dans les boutons. Vous appuyez, alors il y en a, il faut garder appuyé. Donc, du coup, souvent, les appareils sont déchargés. Donc, on a pris, nous, l'option pour l'instant. Il est à poste dans mon bureau et quand on en a besoin, alors les gens, il y a d'autres gens qui sont formés, mais quand on en a besoin, voilà, on le met dans le box et on le récupère à la fin. Voilà. On y est arrivé comme ça pour l'instant. On ne s'est pas fait voler, rien du tout. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, hein, parce que comme pour l'hypnose, pour former les gens et le reste, c'était une des raisons pour lesquelles on l'a fait aussi chez les infirmiers et chez n'importe quel soignant qui le demandait. C'est juste pour montrer, voilà ce qu'on propose. Et du coup, pensez-y quand vous avez envie de le faire. Mais sur le plan technique, cet outil reste vraiment accroché avec Yann, hein, parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'il l'a laissé, malheureusement, on l'a récupéré, on a voulu s'en servir. On y allait, il n'y avait pas de batterie, les lunettes étaient complètes, ou alors ils avaient mis les gens, ils n'arrivaient pas à réaxer. Il y a quand même des petites subtilités ou des choses, il y a un petit apprentissage pour s'en servir, on va dire, convenablement, pour la durée, justement, avoir le temps de le faire au moment, justement, organiser tout ça. La seule solution qu'on ait trouvée pour l'instant, c'est d'avoir Yann ou moi, c'est vrai que des fois je vais le chercher dans son bureau, mais en gros, une seule personne qui est référente. Ce qui est un peu triste parce que ça veut dire que quand il n'est pas là aussi, ça n'est pas fait. Et on sait tous que voilà, les soins ont besoin d'une certaine continuité, hein, et les soins ne sont pas toujours quand on le pense. Typiquement, le jeune garçon qui avait ce dos complètement décharné, il s'est retrouvé plusieurs fois à avoir des pansements en pleine nuit parce que il avait des selles et que il faut le faire. Hein, et c'était plus compliqué là-dessus, alors que on est allé tous les jours, hein, pour faire ces pansements qui suintaient énormément. Avec le casque de VR, il a eu des pansements sans le casque, alors qu'il était très demandeur. Hein, soyons très honnêtes, une fois qu'il l'a goûté. Hein, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que souvent quand on leur propose, la première réaction c'est oui demain. C'est très étonnant parce que on leur propose un outil en leur disant si vous voulez on va prendre un peu de temps pour vous, on va se mettre et avant de commencer on va leur proposer un moment de détente et de confort avant un geste qu'ils savent douloureux. Hein. Et oui mais demain. Et dès qu'ils l'ont essayé, c'est ok. Par contre maintenant pour chaque geste il faut que vous soyez là. Et cet enthousiasme, il a été partagé à la fois par les patients et aussi par les soignants, hein, parce que c'est vrai que dès qu'on l'a mis en place, le fait de se rendre compte qu'on a utilisé la moitié des doses de la veille, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, hein, on n'a pas arrêté complètement les morphiniques, hein, typiquement, qu'on fait pour ce type de pansement, mais on les a franchement diminués. Tout le monde a dit, ok, est-ce qu'on peut le remettre et le remettre et le remettre. J'ai une petite question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que et aussi pour faire un petit parallèle avec le premier topo, lorsque vous utilisez le casque de réalité virtuelle, vous n'avez pas, alors parfois oui, mais pas du tout de séance d'hypnose parallèlement au casque. Hein. Pas du tout. Voilà, c'était juste pour repréciser. Mais vous avez quand même une communication, j'imagine. Disons que moi je suis psychologue, donc oui. c'est aussi des patients. Je veux dire, c'est ce que je me répète, hein, mais c'est pas, on va pas débarquer comme ça avec le casque. On arrive, c'est quand même des gens, je veux dire, avec qui j'ai déjà, enfin, je veux dire voilà, qu'on a entre guillemets Amadou et en tout cas, c'est des gens avec qui j'ai déjà un travail, avec qui je suis déjà en relation. Oui, c'est ça. C'est juste pour voilà, ça s'installe finalement. On ne peut pas se passer de ça. Après, il y a des gens qui peuvent être formés. Hein. Tout à l'heure, vous parliez d'être formé aussi à la communication. On essaye ça avec les soignants ou maintenant avec les docteurs juniors, enfin, de former aussi pour l'échange avec les familles. Mais voilà. Un petit point intéressant, je m'excuse. Une minute. Même pas, 30 secondes. Juste, je reviens sur l'histoire de couper avec les sédations. Ce qui est intéressant, je vous disais, c'est de travailler avec le patient. C'est-à-dire, moi, je leur dis, voilà,
La seringue de kétamine, elle est là. Moi, ce que je fais en général, les premières fois, c'est que je tiens la main, en fait. Parce que ça me permet de savoir, sans parler, j'arrive à sentir s'il y a une contraction, une appréhension, quelque chose. Et du coup, ça me permet d'échanger avec l'infirmière. On fait une pause, on peut mettre une induction, c'est-à-dire, ça j'en ai pas parlé, mais vous pouvez déclencher une induction de fréquence respiratoire. C'est-à-dire que la personne, il y a une voix qui va se mettre à lui dire, hop, voilà, et qui va lui faire caler la fréquence respiratoire. Mais les gens, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça les rassure. Et ils sont partie prenante du soin, ils ne sont plus juste l'objet. C'est-à-dire la kétamine, elle est là, si je la veux, je la... Et en fait, régulièrement, ils ne la demandent plus. Est-ce qu'il y a encore Juste, une question? Oui, allez-y. Sur le côté hypnose, ils disent justement que le matériel qu'on utilise s'appelle HypnoVR, qui a un côté hypnotique là-dedans. On a utilisé les deux parce qu'on avait commencé avec un matériel où il n'y a pas du tout d'hypnose, en utilisant juste la distraction. Je pense que les deux sont clairement liés. Et d'ailleurs, l'hypnose de cette machine, c'est pas de la vraie hypnose, on va dire, là-dessus, mais ils essayent de provoquer. Et nous, de notre utilisation, c'est largement suffisant. Il n'y a quasiment que de la synchronisation respiratoire. Il y a une voix un peu apaisante à certains moments où ils ont essayé justement de reproduire ces trois phases, de montée, de transe et justement de redescente là-dessus pour reproduire un peu cet état d'hypnose. Je pense que c'est pas exactement pareil. Et c'est vraiment le fait de le couper complètement de l'environnement qui participe énormément déjà au fait de calmer les choses. Parce que c'est vrai que quand on a utilisé le premier casque, il n'y avait pas d'hypnose proposée dessus, c'était juste le fait de l'emmener ailleurs, le sortir de ce box de réanimation et de faire ce qu'il voulait. Parce qu'au début, quand on a commencé à s'en servir, on leur dit qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, où vous voulez aller. Et c'est aller de plages de surf à autre chose. On était étonnés à chaque fois que les gens proposaient d'autres choses. Et on se rendait compte déjà que le simple fait de les sortir et de les remettre dans quelque chose qui était confortable, ça avait déjà un premier impact. Quelle est la part d'hypnose dans tout ça? Probablement que tout ça est très lié là-dessus, et on ne peut pas en tout cas les séparer de manière dichotomique en disant ça c'est de l'hypnose, ça s'en est pas. Tout est un peu mélangé, je pense, dans ces machines. Mais c'est intéressant en tout cas de se poser la question. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre intervention.